Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire des histoires de chats. Si le chat m'était conté et les animaux dans la littérature, ce sont des petits livres récupérés à la SPA, car ma maman est bénévole à la SPA. Et donc ils ont fait ces petits recueils. Donc dans celui-ci nous avons par exemple une fable, le chat et le rat de La Fontaine. Nous avons un extrait des frères Grimm, le chat botté, un poème de Baudelaire, de Guy de Maupassant. Nous avons aussi un extrait d'Alice au pays des merveilles, etc. Et dans celui-ci nous avons aussi des textes sur les chiens, mais aujourd'hui je préfère qu'on se concentre sur les chats. Donc là nous avons Le paradis des chats d'Émile Zola, entre autres. On va commencer avec celui-là. Et j'ai choisi de commencer avec Le chat botté de Charles Perrault. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le notaire ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux: « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque ce chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelque jeune lapin, peu instruit encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit: « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. » « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde,
son maître. Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite me laisser faire. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toute sa force. Au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie. À ce cri, le roi mit la tête à la portière et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Et le comte de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit: Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tout haché menu comme chair à pâté. Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit: Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui
rassuré encore, dit le chat. Mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible, reprit l'ogre. Vous allez voir, et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans. Le chat qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis courut au-devant et dit au roi: Votre Majesté soit la bienvenue dans ce château de monsieur le marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis, s'écria le roi, ce château est encore à vous. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups: Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Ensuite, nous avons Le chat, extrait des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir, caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu, il juge, il préside, il inspire, toute chose dans son empire, peut-être est-il fait, est-il Dieu. Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clair panneau, vivant opale, qui me contemple fixement. Un extrait de Sur les chats de Guy de Maupassant. Il circule comme il lui plaît, visite son domaine à son gré, peut se coucher dans tous les lits, tout voir et tout entendre, connaître tous les secrets, toutes les habitudes ou toutes les hontes de la maison. Il est chez lui partout, pouvant entrer partout, l'animal qui passe sans bruit, le silencieux rôdeur, le promeneur nocturne des murs creux. Ensuite, nous avons un extrait d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, que vous avez déjà certainement écouté dans une de mes précédentes vidéos, puisque je lis Alice au pays des merveilles en entier. Dans cette direction-ci, répondit le chat, en faisant un vague geste de sa patte droite, habite un chapelier, et dans cette direction-là, il fit un geste de sa patte gauche, habite un lièvre de Mars. Tu peux aller rendre visite à l'un ou à l'autre, ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle.
savez-vous que je suis folle? Demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat, autrement tu ne serais pas venu ici. Alice pensait que ce n'était pas une preuve suffisante, mais elle continua. Et comment savez-vous que vous êtes vous? Pour commencer, dit le chat, est-ce que tu m'accordes qu'un chien n'est pas fou? Sans doute. Eh bien vois-tu, continua le chat. Tu remarqueras qu'un chien gronde lorsqu'il est en colère et remue la queue lorsqu'il est content. Or moi je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc je suis fou. Un extrait de Ménagerie intime de Théophile Gautier. Le perroquet suivait les mouvements de la chatte avec une inquiétude fébrile. Il hérissait ses plumes, faisait bruire sa chaîne, levait une de ses pattes en agitant les doigts et repassait son bec sur le bord de sa mangeoire. Son instinct lui révélait un ennemi méditant quelque mauvais coup. Quant aux yeux de la chatte, fixés sur l'oiseau avec une intensité fascinatrice, il disait dans un langage que le perroquet entendait fort bien et qui n'avait rien d'ambigu. Quoique vert, ce poulet doit être bon à manger. Nous suivions cette scène avec intérêt, prêts à intervenir quand besoin serait. Madame Théophile s'était insensiblement rapprochée. Son nez rose frémissait. Elle fermait à demi les yeux, sortait et rentrait ses griffes contractiles. De petits frissons lui couraient sur l'échine, comme à un gourmet qui va se mettre à table devant une poularde truffée. Elle se délectait à l'idée du repas succulent et rare qu'elle allait faire. Ce mets exotique chatouillait sa sensualité. Tout à coup, son dos s'arrondit comme un arc comptant, et un bond d'une vigueur élastique la fit tomber juste sur le perchoir. Le perroquet, voyant le péril, d'une voix de basse, grave et profonde comme celle de monsieur Joseph Prudhomme, cria soudain: As-tu déjeuné, Jaco? Cette phrase causa une indicible épouvante à la chatte qui fit un saut en arrière. Une fanfare de trompette, une pile de vaisselle se brisant à terre, un coup de pistolet tiré à ses oreilles, n'eussent pas causé à l'animal félin une plus vertigineuse terreur. Toutes ses idées ornithologiques étaient renversées. Et de quoi? De rôti du roi, continua le perroquet. La physionomie de la chatte exprima clairement: ce n'est pas un oiseau, c'est un monsieur, il parle. Quand j'ai bu du vin clairet, tout tourne au cabaret. Chanta l'oiseau avec des éclats de voix assourdissants, car il avait compris que l'effroi causé par sa parole était son meilleur moyen de défense. La chatte nous jeta un coup d'œil plein d'interrogations, et notre réponse ne la satisfaisant pas, elle alla se blottir sous le lit, d'où il fut impossible de la faire sortir de la journée. Les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre avec les bêtes et qui ne voient en elles comme des cartes que de pures machines croiront sans doute que nous prêtons des intentions aux volatiles et aux quadrupèdes. Nous n'avons fait que traduire fidèlement leurs idées en langage humain. Le lendemain, Madame Théophile, un peu rassurée, essaya une nouvelle tentative repoussée de même. Elle se le tint pour dit, acceptant l'oiseau pour un homme. Le chat et le renard, Jean de La Fontaine. Alors pour information, je lis aussi dans mes vidéos ASMR les fables de La Fontaine. Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient
sans elle on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égossillèrent, ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin: tu prétends être fort habile, en sais-tu tant que moi, j'ai 100 ruses au sac. Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. Eux de recommencer la dispute à l'envie, sur le que si, que non, tous deux étant ainsi, une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard: fouillant ton sac, ami, cherchant ta cervelle matoise, un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. À ces mots sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit sans tour inutile, entra dans son terrier, mit 100 fois en défaut tous les confrères de Briffaut. Partout il tenta des asiles, et ce fut partout sans succès. La fumée y pourvut, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, 2 chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Les chats, extrait des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également, dans leur mûre saison, les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres, s'ils pouvaient au sevrage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Le chat et le rat de Jean de La Fontaine. 4 animaux divers, le chat grippe fromage, triste oiseau le hibou, ronge-maille le rat, dame belette au long corsage, toutes gens d'esprit scélérat, hantaient le tronc pourri d'un pin vieux et sauvage. Tant y furent qu'un soir à l'entour de ce pin, l'homme tendit serrait. Le chat, de grand matin, sort pour aller chercher sa proie. Les derniers traits de l'ombre empêchent qu'il ne voie le filet, il y tombe en danger de mourir. Et mon chat de crier, et le rat d'accourir, l'un plein de désespoir et l'autre plein de joie. Il voyait dans les lacs son mortel ennemi. Le pauvre chat dit: cher ami, les marques de ta bienveillance sont communes en mon endroit. Viens m'aider à sortir du piège où l'ignorance m'a fait tomber. C'est à bon droit que seul entre les tiens, par amour singulière, je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux. Je n'en ai point regret, et j'en rends grâce aux dieux. J'allais leur faire ma prière, comme tout dévot, chat en use les matins. Ce réseau me retient, ma vie est en tes mains. Viens dissoudre ces nœuds, et quelle récompense en aurais-je, reprit le rat. Je jure éternelle alliance avec toi, repartit le chat. Dispose de ma griffe et sois en assurance. Envers et contre tous je te protégerai, et la belette mangerai avec les bouts de la chouette. Ils t'en veulent tous deux. Le rat dit: idiot, moi ton libérateur, je ne suis pas si sot. Puis il s'en va vers sa retraite. La belette était près du trou. Le rat grimpe plus haut, il y voit le hibou. Danger de toutes parts, le plus pressant l'emporte. Ronge-maille retourne au chat et fait en sorte qu'il détache
lâche un chaînon, puis un autre, et puis tant qu'il dégage enfin l'hypocrite. L'homme paraît en cet instant. Les nouveaux alliés prennent tous de la fuite. À quelque temps de là, notre chat vit de loin son rat qui se tenait en alerte et sur ses gardes. Ah mon frère, dit-il, viens m'embrasser. Ton soin me fait injure, tu regardes comme ennemi ton allié. Penses-tu que j'ai oublié qu'après Dieu je te dois la vie? Et moi, reprit le rat, penses-tu que j'oublie ton naturel? Aucun traité peut-il forcer un chat à la reconnaissance. S'assure-t-on sur l'alliance qu'a faite la nécessité. Chat et souris associés, les frères Grimm. Il nous faudra faire nos réserves de nourriture pour l'hiver, dit le chat, sinon nous risquons de mourir de faim. Toi, ma petite souris, tu ne peux pas aller partout, tu pourrais te faire prendre dans un piège. C'était une bonne idée. Ils achetèrent alors un petit pot de saindoux, mais ne savaient pas où le cacher. Ils réfléchirent longtemps, et finalement le chat décida. Sais-tu ce que nous allons faire? Nous le cacherons dans l'église. On ne peut imaginer meilleure cachette. Personne n'oserait emporter quelque chose d'une église. Nous poserons le pot sous l'autel, et nous ne l'entamerons qu'en cas de nécessité absolue. Ils portèrent donc le pot en ce lieu sûr, mais très vite le chat eut envie de saindoux. Il dit à la souris: Je voulais te dire, ma petite souris, ma cousine m'a demandé d'être le parrain de leur petit dernier. Ils ont eu un petit, blanc avec des taches marron, et je dois le tenir pendant le baptême. Laisse-moi y aller, et occupe-toi aujourd'hui de la maison toute seule, veux-tu? Bien sûr, sans problème, acquiesça la souris. Vas-y si tu veux, et pense à moi quand tu mangeras des bonnes choses. J'aurais bien voulu, moi aussi, goûter de ce bon vin doux qu'on donne aux jeunes mamans. Mais tout cela était faux. Le chat n'avait pas de cousine et personne ne lui avait demandé d'être parrain. Il s'empressa d'aller à l'église, rampa jusqu'au petit pot de saindoux et lécha jusqu'à avoir mangé toute la graisse du dessus. Ensuite il partit se promener sur les toits pour voir ce qui se passait dans le monde, et puis surtout pour trouver encore quelque chose de bon à manger. Puis il s'allongea au soleil, et chaque fois qu'il se souvenait du petit pot de saindoux, il se léchait les babines et se caressait la moustache. Il ne rentra à la maison que dans la soirée. Te voilà enfin de retour, l'accueillit la petite souris. T'es-tu bien amusé? Vous avez dû bien rire. Oui, ce n'était pas mal, répondit le chat. Et quel nom avez-vous donné à ce chaton? Demanda la souris. Sans le dessus, répondit sèchement le chat. Sans le dessus, gigota la souris. Quel drôle de nom! Assez rare, dirais-je. Est-il courant dans votre famille? Tu peux dire ce que tu veux, rétorqua le chat, mais ce n'est pas pire que Vol-Miette, le nom de tes filleuls. Peu de temps après, le chat se sentit de nouveau l'eau venir à la bouche. Sois gentille, supplia-t-il. Occupe-toi encore une fois de la maison toute seule. Fais cela pour moi, petite souris. On m'a encore demandé d'être le parrain. Le chaton a une collerette blanche au cou. Je ne peux pas refuser. La gentille souris fut d'accord, et le chat se glissa à travers le mur de la ville, s'introduisit dans l'église et vida la moitié du pot de saindoux. Rien à faire, se dit-il, c'est bien meilleur quand on mange tout seul. Et il se félicita de son exploit. Lorsqu'il arriva à la maison, la petite souris demanda: Comment avez-vous baptisé le bébé? Mi-parti, répondit le chat. Mi-parti, pas possible, je n'ai jamais entendu un nom pareil. Je parie qu'il n'est même pas dans le calendrier. Le chat ne tarda
se sentir de nouveau l'eau à la bouche en pensant au pot de Saindoux. Jamais 203, dit-il à la souris. On me demande de nouveau d'être le parrain. L'enfant est tout noir, seules les pattes sont blanches, elle mise à part, il n'a pas un seul poil blanc. Un enfant comme ça ne naît qu'une fois par siècle. Tu me laisseras y aller, n'est-ce pas? Sans le dessus, mi-parti, répondit la souris. Ce sont des noms si étranges, cela ne s'est jamais vu, ils me trottent dans la tête sans arrêt. C'est parce que tu restes tout le temps ici avec ta vilaine robe gris foncé à longues nattes. Tu passes toutes tes journées enfermée ici, pas étonnant que tout se brouille dans ta tête, dit le chat. Voilà ce qui arrive quand on passe sa vie dans ses pantoufles. Le chat partit. La petite souris fit le ménage dans toute la maison. Pendant ce temps-là, le chat gourmand vida entièrement le pot de Saindoux. Et voilà, pensa-t-il, maintenant que j'ai tout mangé, je ne serai plus tenté. Si repu qu'il s'essoufflait en marchant, il ne rentra à la maison que la nuit, mais serein. La petite souris lui demanda aussitôt le nom du troisième chaton. « Je suis sûre que tu n'aimeras pas, répondit le chat. Il s'appelle Tout Fini. Tout Fini, gigota la souris. Cela paraît suspect, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je ne l'ai jamais vu imprimé quelque part. Tout Fini, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Elle hocha la tête, se roula en boule et s'endormit. Depuis ce jour, plus personne n'invita le chat à un baptême. L'hiver arriva et dehors il n'y avait rien à manger. La petite souris se rappela qu'ils avaient quelque chose en réserve. « Viens mon chat, allons chercher notre pot de Saindoux que nous avons caché pour les temps durs. On va se régaler. » Tu te régaleras, marmonna le chat. Cela sera comme si tu sortais ta petite langue fine par la fenêtre. Ils s'en allèrent et lorsqu'ils arrivèrent dans l'église, le pot était toujours à sa place, mais vide. Ça y est, dit la souris, je comprends tout, j'y vois clair à présent. Tu parles d'un ami, tu as tout mangé quand tu allais faire le parrain, d'abord sans le dessus, puis mi-parti, et pour finir, tais-toi, coupa le chat, encore un mot et je te mange. Mais la petite souris avait le tout fini sur la langue, et à peine l'eut-elle prononcé que le chat lui sauta dessus, l'attrapa et la dévora. Et oui, ainsi va le monde. On va finir avec Le paradis des chats d'Émile Zola. Une tante m'a légué un chat d'Angora. Voici ce que mon chat m'a conté un soir d'hiver devant les cendres chaudes. J'avais alors 2 ans et j'étais bien le chat le plus gras et le plus naïf qu'on pût voir. À cet âge tendre, je montrais encore toute la présomption d'un animal qui dédaigne les douceurs du foyer. Et pourtant, que de remerciements je devais à la Providence pour m'avoir placé chez votre tante. La brave femme m'adorait. J'avais au fond d'une armoire une véritable chambre à coucher, coussin de plumes et triple couverture. La nourriture valait le coucher. Jamais de pain, jamais de soupe, rien que de la viande, de la bonne viande saignante. Et bien au milieu de ces douceurs, je n'avais qu'un désir, qu'un rêve, me glisser par la fenêtre entr'ouverte et me sauver sur les toits. Les caresses me semblaient fades, la mollesse de mon lit me donnait des nausées, j'étais gras à m'en écœurer moi-même, et je m'ennuyais tout le long de la journée à être heureux. Il faut vous dire qu'en allongeant le cou, j'avais vu de la fenêtre le toit d'en face. 4 chats ce jour-là s'y battaient, le poil hérissé, la queue haute, se roulant
sur les ardoises bleues au grand soleil avec des jurements de joie. Jamais je n'avais contemplé un spectacle si extraordinaire. Dès lors, mes croyances furent fixées. Le véritable bonheur était sur ce toit, derrière cette fenêtre qu'on fermait si soigneusement. Je me donnais pour preuve qu'on fermait ainsi les portes des armoires derrière lesquelles on cachait la viande. J'arrêtai le projet de m'enfuir. Il devait y avoir dans la vie autre chose que la chair saignante. C'était là l'inconnu, l'idéal. Un jour, on oublia de pousser la fenêtre de la cuisine. Je sautai sur un petit toit qui se trouvait au-dessous. Que les toits étaient beaux! De larges gouttières les bordaient, exhalant des senteurs délicieuses. Je suivis voluptueusement ces gouttières où mes pattes enfonçaient dans une boue fine qui avait une tiédeur et une douceur infinies. Il me semblait que je marchais sur du velours et il faisait une bonne chaleur au soleil, une chaleur qui fondait ma graisse. Je ne vous cacherai pas que je tremblais de tous mes membres. Il y avait de l'épouvante dans ma joie. Je me souviens surtout d'une terrible émotion qui faillit me faire culbuter sur les pavés. 3 chats qui roulèrent du faîte d'une maison vinrent à moi en miaulant affreusement. Et comme je défaillais, ils me traitèrent de grosse bête. Ils me dirent qu'ils miaulaient pour rire. Je me mis à miauler avec eux. C'était charmant. Les gaillards n'avaient pas ma stupide graisse. Ils se moquaient de moi lorsque je glissais comme une boule sur les plaques de zinc, chauffées par le grand soleil. Un vieux matou de la bande me prit particulièrement en amitié. Il m'offrit de faire mon éducation, ce que j'acceptais avec reconnaissance. Ah, que le mou de votre tante était loin! Je bus aux gouttières et jamais lait sucré ne m'avait semblé si doux. Tout me parut bon et beau. Une chatte passa, une ravissante chatte dont la vue m'emplit d'une émotion inconnue. Mes rêves seuls m'avaient jusque-là montré ces créatures exquises dont l'échine a d'adorable souplesse. Nous nous précipitâmes à la rencontre de la nouvelle venue, mes 3 compagnons et moi. Je devançais les autres. J'allais faire mon compliment à la ravissante chatte lorsqu'un de mes camarades me mordit cruellement au cou. Je poussai un cri de douleur. « Bah, me dit le vieux matou en m'entraînant, vous en verrez bien d'autres. » Au bout d'une heure de promenade, je me sentis un appétit féroce. « Qu'est-ce qu'on mange sur les toits ?» demandai-je à mon ami le matou. « Ce qu'on trouve, » me répondit-il doctement. Cette réponse m'embarrassa, car j'avais beau chercher, je ne trouvais rien. J'aperçus enfin dans une mansarde une jeune ouvrière qui préparait son déjeuner. Sur la table, au-dessous de la fenêtre, s'étalait une belle côtelette d'un rouge appétissant. Voilà mon affaire, pensai-je en toute naïveté, et je sautai sur la table où je pris la côtelette. Mais l'ouvrière m'ayant aperçu, m'asséna sur l'échine un terrible coup de balai. Je lâchai la viande, je m'enfuis en jetant un juron effroyable. « Vous sortez donc de votre village, me dit le matou. La viande qui est sur les tables est faite pour être désirée de loin. C'est dans les gouttières qu'il faut chercher. » Jamais je ne pus comprendre que la viande des cuisines n'appartint pas aux chats. Mon ventre commençait à se fâcher sérieusement. Le matou acheva de me désespérer en me disant qu'il fallait attendre la nuit. Alors nous descendrions dans la rue, nous fouillerions les tas d'ordures. Attendre la nuit, il disait cela tranquillement, en philosophe endurci. Moi je me sentais défaillir à la seule pensée de ce jeûne prolongé. La nuit vint lentement, une nuit de brouillard qui me glaça. La pluie tomba bientôt, mince, pénétrante, fouettée par des souffles brusques de vent.
descendîmes par la baie vitrée d'un escalier. Que la rue me parut laide, ce n'était plus cette bonne chaleur, ce large soleil, ces toits blancs de lumière où l'on se vautrait délicieusement. Mes pattes glissaient sur le pavé gras. Je me souvins avec amertume de ma triple couverture et de mon coussin de plumes. À peine étions-nous dans la rue que mon ami le matou se mit à trembler. Il se fit petit, et fila sournoisement le long des maisons en me disant de le suivre plus vite. Dès qu'il rencontra une porte cochère, il s'y réfugia à la hâte, en laissant échapper un ronronnement de satisfaction. Comme je l'interrogeais sur cette fuite, « Avez-vous vu cet homme qui avait une hotte et un crochet ?» me demanda-t-il. « Oui. Eh bien, s'il nous avait aperçus, il nous aurait assommés et mangés à la broche. »« Mangés à la broche ?» m'écriai-je. « Mais la rue n'est donc pas à nous. On ne mange pas et l'on est mangé. » Cependant, on avait vidé les ordures devant les portes. Je fouillais les tas avec désespoir. Je rencontrais 2 ou 3 os maigres qui avaient traîné dans les cendres. C'est alors que je compris combien le mou frais est succulent. Mon ami le matou grattait les ordures en artiste. Il me fit courir jusqu'au matin, visitant chaque pavé, ne se pressant point. Pendant près de 10 heures, je reçus la pluie, je grelottais de tous mes membres. Maudite rue, maudite liberté, et comme je regrettais ma prison. Au jour, le matou, voyant que je chancelais, « Vous en avez assez ?» me demanda-t-il d'un air étrange. « Oh oui, répondis-je. Vous voulez rentrer chez vous ? » Certes, mais comment retrouver la maison ? Venez, ce matin, en vous voyant sortir, j'ai compris qu'un chat gras comme vous n'était pas fait pour les joies âpres de la liberté. Je connais votre demeure, je vais vous mettre à votre porte. Il disait cela simplement, ce digne matou, lorsque nous fûmes arrivés. Adieu, me dit-il, sans témoigner la moindre émotion. Non, m'écriai-je, nous ne nous quitterons pas ainsi. Vous allez venir avec moi. Nous partagerons le même lit et la même viande. Ma maîtresse est une brave femme. Il ne me laissa pas achever. Taisez-vous, dit-il brusquement, vous êtes un sot, je mourrai dans vos tiédeurs molles. Votre vie plantureuse est bonne pour les chats bâtards. Les chats libres n'achèteront jamais au prix d'une prison votre mou et votre coussin de plumes. Adieu. Et il remonta sur ses toits. Je vis sa grande silhouette maigre frissonner d'aise aux caresses du soleil levant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu.